aujourd'hui, on se retrouve avec Mélina, qui est web designer et brand designer, et on va découvrir son parcours. Le but, c'est que tu puisses t'inspirer de tout ce qu'elle a vécu et qu'elle puisse te raconter plein de choses sur ses coulisses avec le bon, le moins bon et surtout comment elle a rebondi parce que le but, c'est qu'on balance quand même un max de good vibes ici. Du coup, Mélina, je te laisse te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es. Ouais, bah écoute, salut, ravie d'être ici. Comme tu l'as dit, je suis graphiste et brand designer depuis 2018 maintenant. Ça file. Je suis fondatrice aussi du studio Neiko que j'ai créé et qui est vraiment spécialisé dans la création d'univers de marque pour les entrepreneurs. Et les entrepreneuses même, exactement, au féminin. Parce que j'ai une clientèle qui est au 100% féminine aujourd'hui. J'accompagne vraiment des très belles personnes avec des super jolis projets. Et quoi te dire d'autre sur mon parcours? J'ai un parcours assez atypique. J'ai pas fait d'études de graphisme, j'ai pas fait d'études de design. À la base, j'ai fait des études de lettres et des études dans l'édition, et plus spécifiquement dans l'édition jeunesse. Donc, ça avait pas un rapport direct au départ, même s'il y avait le côté maquette, etc. dans l'édition qui me plaisait beaucoup et qui se rapproche aujourd'hui de ce que je peux faire. Mais voilà, au début, j'étais pas particulièrement destinée à faire ce métier et à arriver dans l'entrepreneuriat. Quand bien même c'était un rêve depuis toute petite. Tu vois, mais si tu demandes à mes parents ou quoi, quand j'étais petite, je savais pas ce que je voulais faire, mais je disais que je voulais avoir ma propre entreprise et être mon propre patron. Tu vois. Donc, il y avait quand même cette vibe entrepreneuriale qui a priori était là. Donc voilà. Et puis j'ai bifurqué comment? Bah, tout simplement parce que pour ceux qui le savent pas, le métier de l'édition c'est quand même un secteur qui est ultra bouché. Et ça m'aurait demandé de partir vivre à Paris, chose qui pour moi, dans ma vie perso, etc., était pas envisageable. Je voulais pas monter vivre à Paris. Donc j'ai décidé de bifurquer et de me dire bon ben ok, du coup qu'est-ce que tu peux faire? Et je suis revenue à mes premiers amours, du coup, de un côté un peu plus geek, un petit peu plus informatique, etc. Et puis voilà, j'ai refait des formations en web design sur WordPress spécifiquement parce que j'ai vite compris que sur les personnes que je voulais accompagner, c'était surtout cet outil qui allait les intéresser. Et puis petit à petit, j'ai osé davantage faire le côté plus graphisme, identité visuelle, et puis un peu plus tard encore plus stratégie de marque, etc. Pour en arriver aujourd'hui où la majorité de mes accompagnements et du travail que je peux faire et des personnes que je peux accompagner, c'est vraiment sur la partie identité visuelle, stratégie de marque, donc branding. Et la partie site est devenue aujourd'hui bien plus secondaire, voire même je m'en occupe plus en intégralité puisque maintenant j'ai des partenaires qui s'occupent de l'aspect plus technique, du coup en binôme avec moi. C'est hyper intéressant de voir tout ton parcours et de voir que justement comment on en est arrivé là, parce qu'il y a toujours des raisons qui font que on arrive dans l'entrepreneuriat, qui font qu'on choisit X métier. Et c'est assez drôle de voir que quand tu étais enfant, tu vois, tu avais déjà ce côté de vouloir être son propre patron, parce que bah, on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus pour tout le monde, ça correspond pas forcément au niveau du mood de chacun. Et du coup, c'est vraiment cool de voir ton parcours. Et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, tu disais que tu travaillais majoritairement avec des entrepreneuses. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette cible-là, justement, dans ton parcours? Bah écoute, ça s'est fait plutôt naturellement en fait. Quand j'ai commencé, bah, comme je te disais, je faisais principalement quand même la partie site. Et je pense que bon, c'est en 2018, c'était bah là, ça va faire bientôt 7 ans. C'est pas non plus il y a 30 ans, hein, mais je vais quand même le dire à l'époque. Je pense qu'il y avait pas beaucoup de filles en fait qui faisaient ce que je faisais. Il y avait pas beaucoup de filles qui faisaient des sites. C'était quand même encore très axé milieu de l'informatique et milieu masculin. Donc je pense qu'on n'était pas très nombreuses et du coup c'est venu en fait relativement naturellement dans le sens où les premières personnes que j'ai
j'ai eu comme clientes et qui m'ont fait confiance, c'était des femmes en fait, c'était des entrepreneurs et qui m'ont dit, tu vois, ah disons, ça fait du bien parce que bah c'est cool de voir une fille parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai eu des personnes, quand j'ai mis mon annonce ou que j'ai cherché, c'était des mecs et j'avais l'impression qu'ils comprenaient rien à ce que je voulais. C'était hyper technique, je comprenais rien. Enfin, on se comprenait pas et tout. Enfin, ils comprenaient pas mon univers, etc. Et du coup, ça fait du bien d'avoir une fille et tout. Donc voilà, je pense que ça s'est fait assez naturellement finalement et principalement pour cette raison-là. Et puis moi, ça m'allait très bien du coup, parce que j'ai bossé sur des projets qui me plaisaient bien, tu vois, qui étaient très axés autour de la maternité, de la parentalité, des enfants, du bien-être, etc. Donc sans vouloir rentrer dans le cliché, ça reste quand même des sujets qui sont principalement féminins et qui sont souvent portés par des femmes. Et du coup, voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et donc, en fait, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'était principalement des femmes et du coup, je me suis, sans forcément le conscientiser au début, mais après je me suis dit: «Mais attends, en fait c'est chouette, j'aime bien, c'est sympa et tout» et puis, j'ai très vite eu ce côté où, je trouvais ça, hyper, gratifiant, hyper enrichissant et hyper stimulant de me dire que j'aidais, d'autres femmes comme moi à se lancer en fait et à vivre elles aussi de leurs projets et de l'entrepreneuriat comme, bah, comme j'avais pu le faire et comme j'avais rêvé de le faire, quoi. Donc voilà. Et du coup, quand j'ai commencé à conscientiser ce qui s'était passé et ça, je l'ai nourri quoi. Je l'ai affiché davantage dans ma communication que j'ai mis entièrement au féminin, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu, que j'ai accentué et que j'ai travaillé. Donc ça m'est arrivé de travailler avec des hommes quand même. Hein. Je suis pas non plus fermée, mais c'est vrai que tu vois là en 7 ans. J'ai peut-être eu, c'est un très faible pourcentage, surtout, je sais pas, sur 100 personnes, j'ai peut-être eu 3 mecs, on va dire. Donc, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup si je dois faire un ratio. Mais ouais, c'est venu finalement assez naturellement et ça m'allait très bien. Et je pense que c'était, je sais pas, la meilleure des façons peut-être. Oui, puis t'as un univers qui est quand même très doux aussi, qui naturellement, je pense, évoque. Et il y a ça aussi, je pense, dans tout ce qui est univers graphique, visuel. À partir du moment où on développe son propre style personnel, on va aussi attirer un certain type de personnes. Et ça, c'est des choses où je vois, c'est souvent oublié ce côté univers personnel parce que on parle beaucoup du copywriting, de la manière d'écrire, etc. Mais en fait, les visuels, c'est la première chose que les gens voient. Et tout de suite, même si les gens n'aiment pas être rentrés dans des cases, bah, on va tout de suite être catalogué, en fait, associé à Ouais. certains domaines plus que d'autres. Ah bah, oui, complètement, je suis totalement d'accord. Je sais que, tu vois, alors, pour moi, c'est important quand même de m'adapter, évidemment au style, des personnes et des projets que j'accompagne. L'idée, c'est pas d'appliquer mon style et de faire la même chose pour tout le monde. Évidemment que c'est pas comme ça que ça fonctionne et ça serait bien dommage même. Mais il y a quand même, effectivement, j'ai quand même des goûts personnels et j'ai un style graphique et j'ai des appétences pour certains univers. Et comme tu le disais, ben moi je pense que j'ai un univers assez doux et assez féminin, assez même pastel, etc. Tu vois, sur des couleurs assez douces encore une fois. Et même si je peux et j'ai déjà travaillé et je prends aussi plaisir à travailler par exemple sur des univers très peps et très colorés, c'est vrai que ça me ressemble un peu moins, ça fait moins partie de mon style. Donc forcément, bah, peut-être que quelqu'un qui va chercher, une graphiste, un univers très coloré et très peps, c'est peut-être pas directement tout de suite vers moi qui va se tourner et c'est normal et c'est OK et c'est pour ça qu'il y en a pour tout le monde et qu'il y en a pour tous les goûts. Donc oui, il y a quand même, enfin, pour moi, c'est toujours ce que je dis aux personnes qui me contactent ou pas. Pour moi, il y a un équilibre à avoir entre il faut être en accord avec quand même un minimum le style graphique de la personne, même si évidemment elle va s'adapter, mais aussi être en accord avec la façon de fonctionner de la personne, parce que ça c'est hyper important. Et même si tu viens chercher une identité visuelle et que tu ressors avec un logo, des couleurs et des typos, bah il y a plein de manières différentes d'arriver à ce résultat et ça correspond pas à tout le monde, donc faut trouver celle qui te correspond et puis avoir le bon feeling avec la personne avec qui tu vas bosser aussi, parce que enfin, c'est impossible d'avoir une bonne collab, je trouve, et d'avoir des résultats qui sont quali et à la hauteur de ce que tu cherches si t'as pas un bon feeling et que tu peux pas communiquer avec la personne avec qui tu décides de bosser, quoi. Et justement, c'est quoi un petit peu les moments où tu as vu que ça a bloqué, tu vois, avec des clients, parce que je pense qu'on en a tous eu, hein, des clients où ça matchait moins, pas forcément des catastrophes, mais juste où des fois le feeling passait pas trop, ou au niveau de la gestion de projet.
bah justement, c'était pas du tout aligné. Qu'est-ce qui un peu t'a fait évoluer par rapport au système que tu as aujourd'hui, t'a fait déclencher, te dire bah ok, il faut que je pose plus la gestion, je vais développer le côté stratégie de marque, etc. C'est quoi un petit peu les leviers qui sont arrivés dans ta vie pour ça? Je pense que ça a été dans les premières collabs surtout. Il y a eu, bon, déjà, mais je pense que c'est une phase normale et qu'on passe tous, plus ou moins par là et qu'elle disparaît, peut-être jamais, totalement. Mais, ce petit syndrome de l'imposteur, le manque de confiance, de légitimité, voilà. Au début, sur mes premières collaborations, je pense qu'il y avait un côté où, je me sentais pas forcément suffisamment légitime et j'avais du mal à imposer entre guillemets. Alors c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais aujourd'hui je sais et je considère que si une personne fait appel à moi, c'est parce qu'elle elle attend que je la conseille, que je la guide et elle attend mon expertise. Et sur mes premières collaborations, j'avais du mal justement à l'idée la collab, à l'idée comment ça allait se passer sur les différentes échéances, etc. La gestion, à l'idée aussi plus la partie conception créative, etc. À parfois oublier que c'était moi entre guillemets et même entièrement la professionnelle qui devait guider et que c'était moi qui avait les billes pour pouvoir faire la conception graphique et pas le client qui est en face quoi. Donc je pense qu'il y a eu des premières collabs comme ça. Alors ça s'est jamais mal passé en vrai. J'ai jamais eu de très mauvaises expériences et de très mauvais retours ou quoi. Non, j'ai de la chance globalement depuis plusieurs années que je fais ça. Ça s'est toujours bien passé. Mais je sais qu'aujourd'hui j'ai plus d'assurance et que je prends davantage ma casquette de professionnelle et de gestion de projet et de lead du coup et d'accompagnatrice et je guide davantage quoi. Donc il y a eu déjà ça, des choses toutes bêtes, mais tu vois sur les conceptions graphiques, de logos, des clients qui me disaient qu'ils voulaient exactement ça, alors que moi je savais que graphiquement par exemple ça allait pas marcher ou quoi, mais pas oser forcément trop le dire ou le dire de façon très subtile et puis enfin voilà tu vois ce genre de choses donc aujourd'hui je sais que c'est mon rôle je l'assume et j'aime ça d'ailleurs aussi c'est chouette et je sens la différence vraiment dans mes accompagnements aussi d'avoir pris cette posture différente et je sens que pour mes clientes c'est cool aussi parce que j'ai l'impression qu'elles savent qu'elles peuvent se reposer un peu et du coup, ça, je pense qu'elles apprécient aussi de se OK, je pose tout, guide-moi et je te suis et on y va, tu vois? Donc ça c'est cool et après le deuxième axe qui m'a amené à travailler toute la stratégie de marque et cetera, c'est que, bah, au début et je vais pas du tout juger les graphistes qui le font parce qu'encore une fois chacun a sa façon de fonctionner, sa façon de voir les choses. Mais voilà, moi à mes départs, je commençais, je pouvais faire que la création d'un logo euh, uniquement, sans couleur, sans typo, sans variation de logo, sans motif, sans texture, sans rien, juste le logo. J'ai vite compris ça que bah c'était un non-sens, que c'était ridicule et que bah tu pouvais avoir aucun résultat finalement avec ça. Juste un logo, c'est juste une petite pièce du puzzle et de l'ensemble. T'as pas tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer ton univers et qui puisse apporter une communication qui va être cohérente, harmonieuse, etc. Et puis, bah, c'est venu après, du coup, en suivant le OK, l'important, c'est d'avoir un univers graphique qui va être cohérent, harmonieux et complet. Donc, au minimum, le logo, les couleurs et les typos, vraiment le trio basique minimum. Mais comment tu décides de tout ça finalement? Parce que au départ, j'étais beaucoup sur cette idée de bah je vais faire ce qu'aime le client en fait. Il a des goûts personnels, il aime bien telle ou telle chose, il a envie de telle ou telle chose, je vais le retraduire graphiquement et puis voilà quoi. Et puis j'ai vite compris que pareil, si tu voulais vraiment avoir des résultats, etc., tu pouvais pas te baser que sur les goûts personnels du client. C'est important d'avoir l'équilibre entre évidemment un minimum
la personne qui porte le projet, parce que c'est quand même elle qui est derrière et il faut qu'elle apprécie son univers et qu'elle se sente fière de le montrer, etc. Mais il faut aussi prendre en compte l'environnement dans lequel elle évolue, son marché, ses concurrents, etc. Parce que l'idée, c'est quand même de se démarquer sur son marché. Donc si tu fais exactement la même chose que les autres, ça peut coincer. Et puis avoir l'équilibre aussi avec le troisième axe, c'est la cible à laquelle la personne veut parler. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est quand même d'aller attirer les personnes que tu as envie et pas juste de rester toi et tout seul dans ton coin et de te parler à toi-même. Donc voilà, j'ai compris qu'il y avait ce cercle vertueux du coup. Et puis c'est vraiment un sujet qui m'a passionnée. Et quand j'ai commencé à mettre un pied dedans, vraiment, j'ai enchaîné des livres, des formations, etc. Ça m'a passionnée de plus en plus. Et j'ai vu aussi une énorme différence sur les accompagnements et sur les résultats de ce que je pouvais faire avec mes clientes en incluant toute cette partie-là. Bah, à Donc, partir du moment où tu inclus de la stratégie marketing, tu démultiplies l'impact de ton branding parce que tu vas être beaucoup plus ciblé et c'est un échange que j'ai constamment et même quand j'étais en agence, c'est j'ai peur de choisir une cible parce que je me ferme des portes alors que au ouais, contraire, une fois qu'on pose sa cible, on s'adresse spécifiquement à certaines personnes, ce qui fait qu'on va les attirer. Donc déjà, on va attirer des clients à qui on a envie de bosser ce qui facilite beaucoup plus l'acquisition plutôt que de devoir faire constamment des appels pour des projets qu'on veut pas. Et ça permet aussi au final que les personnes comprennent beaucoup mieux ce qu'on propose et donc forcément de faire plus de ventes et d'avoir un univers. C'est aussi ça où les gens sont toujours j'adore telle marque et à chaque fois moi je les interroge justement sur pourquoi ils aiment cette marque-là pour les aider à eux se projeter parce que bah en fait c'est abstrait pour nous, on a l'habitude de ces sujets-là. Mais pour eux, en fait, ouais, c'est quelque chose qui est OK, la cible, OK, c'est quoi son budget? En plus, moi, ce que je vois souvent, c'est la cible avec trois lignes. Et je suis là, je peux rien oui. en faire de ça, en fait. Il n'y a pas, j'ai pas de psychologie de ta cible, j'ai pas ses habitudes, j'ai pas ses freins à l'achat, etc. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est ça. Mais ouais, je suis totalement d'accord et je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, du coup, moi, j'avais pas toutes ces notions non plus, tu vois, quand je me suis lancée dans tout ça, dans l'entrepreneuriat, etc. Donc déjà, ça m'a vachement servi à moi, avant tout, tu vois, de me former sur tout ça. Et puis oui, là, vraiment, j'adore. Je trouve ça vraiment passionnant de pouvoir accompagner mes clientes sur tous ces sujets et de voir tout ce que ça leur apporte aussi. Et puis, il y a un côté où c'est hyper intéressant parce que c'est pas l'idée, c'est pas d'avoir une stratégie toute faite que tu vas copier-coller, tu vois. C'est vraiment d'aller en profondeur et de réfléchir avec elles sur ce qu'elles veulent, pourquoi, comment, avec qui, quand, enfin vraiment tout ce qu'on peut réfléchir sur l'ensemble, tu vois, sur tout l'écosystème, sur toutes les fondations qu'elles vont construire. Et j'avoue qu'une fois qu'on a fait toute cette étape, passer à la création de l'univers graphique, là, vraiment, et visuel, qui va venir porter toute cette réflexion qu'on a eue, vraiment, c'est génial. Et puis, ça prend une dimension qui est totalement différente pour elle et dans les résultats, mais aussi pour moi et dans mon travail, parce que du coup, je travaille complètement différemment dans la création de logos, etc., dans mon choix de couleurs et tout. Et c'est tellement plus chouette, c'est tellement plus intéressant et tellement plus profond, en fait, tout simplement, que vraiment, voilà. Bon, après, je pourrais en parler des heures et toi aussi, je pense. Bah, j'ai fait le même métier que toi avant de me spécialiser Oui, c'est pour sur ça. le côté marketing parce que bah, au bout d'un moment, j'arrivais plus à tout gérer, à tout faire. Mais clairement, et le côté graphique, je m'amuse encore beaucoup pour moi et je sais les enjeux que ça a derrière parce que bah, en fait, plus c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est que si la communication est claire et bien ciblée, etc., forcément le client va aussi avoir plus confiance parce que ça, c'est une grosse problématique, c'est que tu parlais du syndrome de l'imposteur. On l'a tous, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas trop faire parler de nous, etc. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que c'est ce qui attire des clients. Et moi, ce que j'entends le plus souvent, c'est que j'ai pas envie de faire de la prospection. Ok, mais en fait, si tu veux pas faire de prospection, il va falloir des techniques d'acquisition client et ça va passer justement par ta communication, par l'image que tu donnes, si tu passes pas ton temps au téléphone à aller chercher des clients. Donc, il y a aussi ces enjeux-là où la communication permet d'avoir beaucoup plus de pérennité dans tout ça.
Ouais, je suis d'accord et puis on en revient à ce qu'on disait un peu, au début, c'est que, bah, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde dans le sens où, des fois on oublie que, bah, finalement tu passes, la majorité de ton temps presque à faire autre chose que le cœur de métier que tu aimes. Moi, je le vois aujourd'hui, la majorité de mon temps, je le passe pas à dessiner sur ma tablette et à faire, des logos ou à choisir des couleurs. Il y a aussi, bon aujourd'hui, il y a aussi beaucoup la partie, encore une fois, stratégie de marque que j'aime beaucoup, mais dans mon quotidien, il y a énormément de gestion de projet, il y a énormément d'administratif, de comptabilité, de communication, de prospection, de réseautage, enfin tout ce qui fait que bah, qui englobe cette bulle de l'entrepreneuriat et qui est pas bah, qui plaît pas forcément à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup et je m'épanouis beaucoup dans ce côté justement un peu multipotentiel, multitâche où je peux toucher à plein de choses parce que voilà, ma personnalité fait que ça me correspond, mais je pense qu'il y a des personnes à qui ça correspond pas et il faut en avoir conscience, ouais, parce que clairement, tu sais pas, c'est pas que ton cœur de métier et que ce qui te passionne que où tu passes tes journées, quoi. Tu fais aussi plein d'autres choses. Et ça, c'est un gros point qui est en effet très oublié, c'est que bah, justement, il y a plein d'actions à faire dans ton quotidien et beaucoup de gens ne sont pas prêts, mais parce que aussi, il n'y a pas forcément d'éducation là-dessus. Quand on se met à notre compte, c'est un peu, vas-y, marche ou crève. C'est Ouais. débrouille-toi et va piocher les infos. Et je pense que en plus, il y a 7 ans, quand tu t'es lancé, ça devait être encore autre chose. Aujourd'hui, on a, je pense, potentiellement plus d'infos que ce qui existait avant. On a des réseaux d'entraide aussi, beaucoup qui se sont développés en ligne. Potentiellement, je pense qu'il y a 7 ans, c'est pas des choses qui existaient forcément. Donc, je pense que tu as vu une évolution de l'entrepreneuriat aussi, toi, parce que moi, ça va faire 4 ans que je suis là. Toi, 7 c'est encore autre chose. Moi, je l'ai connu à partir du Covid. Mais je pense qu'avant Covid, en plus, il y avait beaucoup moins le côté digital que ce qu'il y a maintenant. Ouais, clairement. Moi, j'ai vu bah, deux grosses évolutions. Euh, Bien et moins bien à mon sens, hein, mais c'est que effectivement, tu vois, quand je me suis lancée, il y avait pas autant de ressources que ce qu'il y a aujourd'hui pour accompagner justement sur la gestion de l'entrepreneuriat hors ton cœur de métier. Donc vraiment, comme tu disais, bah aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux, tu vois, dont par exemple le tien et tout. Il y a beaucoup de ressources gratuites, payantes. Il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de formations qui sont sorties sur justement comment gérer son entreprise, comment trouver ses premiers clients, comment faire de la prospection, comment communiquer, enfin des sujets, voilà, il y en a à l'appel et c'est super parce que vraiment c'est, tu vois, encore une fois, je sais pas, bon, 7 ans ça commence à faire, mais il y a beaucoup plus ancien que moi et toutes ces ressources, je pense qu'elles manquaient, donc c'est vraiment chouette de pouvoir y avoir accès et je pense que ça fait bah, une grosse différence pour les personnes qui se lancent maintenant. Euh, Par contre, je pense qu'il y a le pendant, c'est que du coup, comme il y a toutes ces ressources, etc., et beaucoup plus de personnes qui se lancent, je pense que c'est peut-être plus difficile Mm. de faire sa place, et notamment au niveau de la communication. Moi, vraiment, j'ai vu une énorme évolution et un énorme changement par rapport à tout ce qui était communication et surtout création de contenu. Je sais que, tu vois, quand je me suis lancée en 2018, j'ai démarré assez facilement et assez naturellement déjà juste avec du bouche à oreille en répondant à quelques annonces, tu vois, que j'avais vu sur des groupes de freelance, sur Facebook ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, ça s'est fait tout bêtement, tout facilement. Et puis petit à petit, voilà, le bouche à oreille a pris, etc. Et puis je me suis quand même dit, bon, ok, le bouche à oreille marche bien, mais je peux pas me reposer que sur ça. Faut que je trouve un autre moyen d'avoir des clients. Et donc la question s'est posée de comment du coup. Bon, la prospection, ça a jamais été trop mon truc, de vraiment téléphoner à des dizaines de personnes, envoyer des centaines de mails, etc. Voilà, c'était pas trop mon truc. Et puis j'ai commencé à tomber sur quelques trucs qui parlaient de création de contenu et ça me bottait plutôt bien. Ça me plaisait bien et tout, donc j'ai commencé voilà à être présente sur Insta. Pourquoi Insta? Tout simplement parce qu'à titre perso, c'était le réseau social que j'aimais bien et qui était visuel, donc je me suis dit allez vas-y feu, on va essayer. Et c'est vrai que tu vois en 2018, 2019, 2020, en fait ça s'est fait super facilement.
J'avoue que la création de contenu, à l'époque, c'était un truc qui marchait hyper bien, où c'était relativement facile de se faire une place, etc. C'était pas trop prise de tête et tout. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir et que ça a pris assez vite. Et aujourd'hui, je sens quand même que c'est très très différent. On n'est plus du tout sur les mêmes fonctionnements. Je trouve ça honnêtement beaucoup plus difficile aussi. Et ça, ça a évolué, tu vois. Pour le coup, moi, je trouve pas forcément dans le bon sens du terme la création de contenu, parce que je trouve que c'est devenu plus difficile. Et je trouve aussi qu'il y a ce côté où c'est devenu très formaté, très réglementé. Et je trouve que tout le monde fait un peu la même chose et je trouve ça dommage. Je trouve qu'on a perdu un peu en créativité et en spontanéité sur la communication, sur les réseaux et en création de contenu. Mais ça fait partie des évolutions. Voilà, faut s'adapter et je pense que c'est important de toujours garder un œil sur ce qui se fait et de pas rester bloqué sur quelque chose qui a marché à un instant T. Parce que c'est pas parce que ça marchait à un instant T que ça va continuer de marcher pendant 10, 15, 20 ans. Donc bah voilà, faut suivre les évolutions et choper la vague avec ce qu'on n'aime pas et puis voir voir où ça nous mène quoi. Et puis en 2024, je trouve qu'il y a eu pas mal de changements quand même sur tout ça. Mm. Donc Ouais, les je suis réseaux, assez ça évolue impatiente de voir ce que ça va très, très donner. vite. Ça évolue très très vite et c'est assez Ouais. impressionnant en fait de voir les changements. Là, moi, je me suis lancé le challenge de redémarrer à zéro sur Insta. Et vraiment, là où mon Oui. premier compte, j'avais pas eu beaucoup de difficultés à le faire grandir, même si il y a eu des stagnations et que j'étais pas toujours hyper régulière, hein, disons-le clairement, même quand c'est notre métier, on le fait pour nos clients et pour nous, on fait pas de la perfection. Ouais, c'est l'expression, c'est cordonniers toujours les plus mal chaussés. C'est ça. C'est toujours pareil en fait, parce qu'à partir du moment où on a des clients, on est pris ailleurs et même si on sait que c'est important pour notre business, on n'a pas le temps d'être toujours focus là-dessus. Et là-dessus, moi, je suis en paix avec ça, mais c'est vrai que là, de recommencer à zéro, je vois le passage de vraiment, ok, on redémarre de la galère et j'ai lancé deux comptes, un marketing et un sur la création de visuels IA. Celui sur le marketing, je l'ai communiqué auprès de mon ancienne audience, donc j'ai une partie qui a migré très vite, très facilement, et du coup j'ai très vite eu pas mal de visibilité sur ce nouveau compte. Il y en a un où j'en ai pas parlé volontairement pour voir les variations et me mettre vraiment à la place de quelqu'un qui débutait à 100% en étant complètement inconnu au bataillon. Et bah là, pour le coup, vraiment, je l'ai ouvert il y a quelques jours et c'est la tannée pour avoir le moindre engagement. Et c'est intéressant de voir ça parce que Ouais. bah, nos clients, en fait, nous parlent de ça. Et nous, quand on a des comptes assez anciens, on se rend pas forcément compte à quel point, pour eux, c'est désespérant de voir qu'il y a personne qui s'intéresse à eux. Et ça, il y a aussi ça aujourd'hui où je trouve c'est les enjeux de la communication. Comme tu dis, ça a beaucoup évolué. Avant d'être à mon compte, j'ai fait quand même 3 ans et demi en agence. Et bah pareil, en fait, on sortait les budgets com, on travaillait pour des gros comptes, donc forcément, c'était pas les mêmes enjeux, mais on arrivait facilement à avoir des résultats. Aujourd'hui, il peut y avoir des gros budgets qui sont sortis en marketing et en communication pour au final avoir quasi zéro résultat. Et moi, je sais que dans la vision, l'approche marketing, j'ai beaucoup évolué là-dessus pour m'adapter, parce qu'en fait, les entrepreneurs aujourd'hui peuvent plus concurrencer des grosses marques. La visibilité, elle est hyper réduite. Ouais, c'est pas facile et tu vois, moi je l'ai vécu aussi d'une certaine manière parce que je suis tombée enceinte et j'ai eu mon premier petit bout en 2022, du coup, septembre 2022. Et du coup, je me suis pas mal arrêtée. Pour lui, c'était un choix et je suis très heureuse de l'avoir fait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai arrêté, si tu veux, grosso modo, j'ai arrêté de prendre de nouvelles clientes en avril, ouais, mars-avril, je pense, 2022. Parce que je savais que voilà, je finissais mes projets et qu'après je m'arrêtais pour accoucher. Et j'ai rouvert mon agenda aux nouvelles clientes en septembre 2024. Donc j'ai eu quasiment 2 ans sans prendre de nouvelles clientes. Donc j'ai vécu avec les clientes que j'avais déjà, tu vois, ma base de clientèle qui, du coup, fidèle et de vrais amours. Donc je sais que j'ai beaucoup de chance déjà d'avoir pu me permettre de m'arrêter aussi longtemps sans prendre de nouvelles clientes. Mais ça induit aussi en fait que j'ai arrêté de communiquer pendant cette période. J'ai arrêté de totalement communiquer
partout de l'été 2022 à janvier 2024. C'était pas voulu. À la base, j'avais prévu de continuer de communiquer pour justement pas trop disparaître de la surface de la planète et que ce soit pas trop difficile de revenir et de recommuniquer, etc. Mais bon, sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet ici, mais la vie en a voulu autrement. J'ai une fin de grossesse difficile. Voilà, mon petit bout a été pas mal hospitalisé au début de sa vie, etc. Ce qui n'était pas prévu. Donc, le temps en fait que je m'étais laissé en fin de grossesse pour pouvoir anticiper la communication des mois qui allaient arriver, est complètement passé à la trappe du coup par souci de santé. Donc, j'ai complètement arrêté de communiquer. Et comme je me suis dit, ah mais en fait ça va, j'arrive à avoir un flux avec mes clientes, donc c'est pas grave si je communique pas, je vais me concentrer sur ça et sur mon petit bout, et puis on reprendra après, quoi. Mais du coup, j'ai eu un peu la sensation en fait de recommencer de zéro, tu vois, quand j'ai recommencé à communiquer en janvier 2024, après autant de mois voire années d'arrêt, du coup, je me suis pris une grosse claque, franchement, parce que ça a été plus dur de relancer ma communication alors que j'avais quand même un compte qui était actif. Alors, je suis loin d'avoir 10 000, 20 000, 100 000 abonnés, loin de là. J'ai un petit compte en vrai. Mais quand même, tu vois, je partais pas de zéro. Et ça a été plus difficile en janvier 2024 de relancer ma communication que quand j'ai démarré de rien en 2018. Et vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et je me suis pris une très grosse claque par rapport à ça. Et je comprends du coup vraiment à quel point les personnes qui aujourd'hui se lancent de zéro, à quel point ça peut être dur et à quel point ça peut être aussi terriblement frustrant de voir toute cette énergie, de voir tout ce travail et tout qui est mis là-dedans pour peu, voire parfois pas du tout de résultats, quoi. Mais ça fait C'est vrai partie des choses qu'on où, comme on pense disait, ça. ça a beaucoup évolué. Mm. On vend Instagram un peu comme la solution miracle et je sais qu'il y a pas mal de femmes qui m'écoutent et il y en a pas mal qui sont mamans donc je pense qu'elles sont très contentes d'avoir ton retour parce qu'il y a beaucoup de culpabilité justement autour du fait de s'arrêter etc. Et donc du coup de pouvoir dire que bah t'as réussi à faire repartir ton activité, tu vois, comme tu dis ça a été difficile mais t'as réussi à redécoller derrière et je pense que ça peut être rassurant aussi de montrer que tu peux t'accorder une pause parce que ça, c'est le gros truc quand on est à son compte, c'est de s'accorder des vacances. Et en plus, là, c'est même pas juste 15 jours de vacances, c'est un congé vraiment longue durée. De pouvoir dire que bah, c'est possible, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, tu vois, dans les échanges, parce que bah, quand on est entrepreneur, en fait, il y a le pro et le perso qui se mélangent forcément. Ouais. Et, et donc, du coup, il y a toutes ces évolutions-là avec, le fait qu'on parle toujours d'Instagram, Instagram, Instagram, mais en fait, potentiellement, toi qui fais tes sites, t'avais ton site, du coup, je pense qu'il pouvait tourner en fond. Je sais pas si tu étais orienté sur le référencement à ce moment-là, mais potentiellement t'apporter de la visibilité là où au moment où t'avais pas le temps de communiquer sur les réseaux. Honnêtement, je pourrais pas trop te répondre. Enfin, je pense pas. Sincèrement, je pense pas tellement parce que en vrai, j'ai pas misé énormément sur ma partie référencement. J'avoue que j'ai fait partie des personnes qui ont beaucoup misé sur Instagram, mais parce que à l'époque, moi, quand j'ai commencé, ça a beaucoup marché. Ah bah ça marche super, Vraiment, hein. Franchement, moi quand je me suis ouais, lancée, j'avais même pas de site. Enfin, j'étais sur Instagram, je publiais quand j'étais encore en agence et les clients, je les trouvais comme ça. Et ouais, on a eu quand même un âge d'or où il faut dire que oui. les clients arrivaient globalement tout seuls à partir d'Instagram. Ah mais moi clairement, hein, c'est ce qui s'est passé, hein. Là, je te dis de 2018 à fin 2022 quand, je me suis arrêtée pour accoucher pour mon fils, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je sais clairement que pour moi, si ça ne venait pas du bouche à oreille, de mon entourage et de clientes avec qui j'avais bossé, qui parlaient de moi, c'était du 98 je pense, sans mentir, d'Instagram où je recevais voilà des messages, des mails, des demandes de personnes qui avaient trouvé mon compte, qui voyaient ce que je postais et qui du coup avaient envie de bosser avec moi. Clairement, c'est oui, je pense qu'on peut parler d'âge d'or par rapport à ça parce que ça s'est fait. Alors, je vais pas dire facilement dans le sens où il n'y a pas eu de boulot derrière parce que tu vois, j'ai quand même fait un gros boulot de Ah bah, communication. Tu vois, je ouais. publiais régulièrement. À un moment donné, j'ai même délégué. Tu vois, je me suis fait aider du coup pour pouvoir produire plus de contenu, etc. Donc, c'était pas facilement dans le sens pas de boulot, tu vois, Ah non, mais c'est clair ça a que la apporté création. facilement des résultats.
C'est la création de contenu, c'est vite énorme. Et en effet, c'était un bon canal d'acquisition, mais là-dessus, clairement, on va jamais dire que la création de contenu, c'est quelque chose qui est facile. Même aujourd'hui, on voit des templates et tout dans tous les sens, mais il y a quand même des gros enjeux stratégiques derrière et une Ouais. régularité. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que mine de rien, dès qu'on fait une pause, certes, on s'adresse à des humains et donc du coup on va avoir une audience fidèle, mais l'algorithme il va jamais être très cool là-dessus et donc du coup faire ressortir un compte qui a été un petit peu mis aux oubliettes, c'est quand même un sacré combat et plus le temps passe, j'ai l'impression que là on est en train de migrer aussi sur d'autres réseaux, comme on l'a vu avec Facebook. Facebook est arrivé à maturité et j'ai l'impression que là Instagram arrive à maturité et donc du coup c'est plus dur de s'y développer. Alors que là, je le vois sur LinkedIn. J'ai par exemple un reel qui fait, là sur mon nouveau compte, 400 vues. Et sur LinkedIn, il en fait 30 000 quoi. Et j'ai l'impression que LinkedIn aujourd'hui, et notamment tout ce qui est format vidéo, est propulsé. Et c'est là où c'est intéressant de voir les tendances. Après, ça dépend d'où est notre cible. Mais j'ai l'impression que je vois aussi beaucoup de gens aller sur TikTok. Là où quand c'est arrivé, moi j'étais en agence. Et clairement, c'était un peu ah, il y a des gens qui dansent, c'est rigolo, ce sera jamais pour Ouais. nous. Alors Ouais, qu'aujourd'hui, je il pense y en que a c'est qui attirent leurs clients de là-bas et qui font des gros chiffres d'affaires à partir de TikTok. ouais, c'est exactement ça. C'est que en fait, c'est voilà, c'est que ça évolue. Je pense que et c'est là où c'est important en fait de suivre ce qui se fait et de s'adapter. Alors, je pense que c'est important aussi quand même de le faire en gardant ce qui nous fait et ce qui nous construit, parce que l'idée, bah, encore une fois, c'est pas de rentrer dans cet engrenage dommage, je trouve, où après tout le monde fait la même chose et tout se ressemble et on perd complètement toute notre unicité, quoi. Mais on peut pas en fait faire la sourde oreille totalement à ce qui se fait et à ce qui marche et ce qui marche pas et les tendances. Sinon, ben tu creuses ta propre tombe, quoi. Clairement, c'est pas tu peux pas faire ça. Mais c'est voilà, je pense que c'est encore une fois une histoire de trouver un équilibre entre nous, ce qu'on aime bien faire, ce qu'on est prêt à faire, ce qui est impossible, ce qu'on veut pas, là où notre cible elle va être, comment on veut communiquer, enfin pour arriver à trouver le meilleur canal. Mais ouais, c'est ça se fait, c'est possible. C'est exactement ce C'est que juste tu que dis. les choses ont évolué, quoi. C'est vraiment trouver ce fameux équilibre des deux côtés. Et moi, je sais que dans mes accompagnements, c'est dans les premières questions à mes clientes, c'est parce que j'accompagne aussi quand même beaucoup de femmes, faut le dire. Et c'est qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Genre, quel est vraiment le truc qui te rebute? Parce qu'il y a des choses où c'est juste, on a un syndrome de l'imposteur, où on connaît pas, donc on en a peur. Mais il y a des choses, c'est juste non. Et donc du coup, je dis, mais autant adapter la stratégie, en fait. Il y a des choses où je vais Bah aller ouais. pousser à sortir de leur zone de confort parce que vraiment, il y a des opportunités. Mais en fait, si quelqu'un est vraiment pas à l'aise, par exemple, j'ai des gens qui me disent, mais je veux pas me montrer face cam. Et aucun souci. C'est juste qu'il faut que ce soit pris en considération parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, surtout dans mon domaine du marketing. Mais en fait, si t'es pas à l'aise avec ça, comment on peut trouver une stratégie qui peut te convenir sur la durée sans te forcer à faire quelque chose que tu veux pas? Et c'est aujourd'hui ce qui est compliqué. Et parce qu'en plus, sur les réseaux, je trouve qu'on est mitraillé de conseils dans tous les sens, mais avec plein de Ouais. points de vue différents. Et donc, du coup, c'est qu'est-ce que tu piques là-dedans pour que ça te corresponde? Et en fait, je trouve ça très difficile aujourd'hui déjà de se sentir légitime au milieu de tous ces conseils avec des comptes qui ont des milliers d'abonnés et où forcément il y a cette comparaison. Et de faire sa propre mixture de tout ça parce que en fait, il y a des conseils qui vont à l'opposé et les gens ils essaient de piquer les conseils et de les assembler ensemble, sauf qu'ils sont contraires et forcément, du coup, ça va jamais marcher. Et du coup, ils vont faire des efforts pour rien, quoi. C'est ça, je suis totalement d'accord avec toi et c'est là où c'est pas facile, tu vois? Et moi, j'essaye aussi, bah, du coup, d'accompagner mes clientes sur tous ces sujets-là. Je pense que c'est aussi des sujets sur lesquels c'est important, de se faire accompagner, mais au moins juste dans le sens, en fait, de pouvoir en discuter avec quelqu'un d'autre. Parce que je trouve que c'est très difficile d'avoir,
de l'objectivité, sur soi-même, sur ce genre de sujet. Tu vois? Je sais que moi, typiquement, même si c'est en partie mon métier et que, j'ai techniquement les connaissances pour pouvoir le faire, quand c'est pour moi, je perds toute objectivité et c'est beaucoup plus C'est difficile tous pareil, et hein. Le cordonnier le plus et mal je chaussé, c'est c'est toujours ça. pareil. Et je sais que le fait d'en parler avec quelqu'un d'autre, le fait de me faire accompagner par quelqu'un d'autre, tu vois? Et tout, ça me permet d'avoir une autre vision, de voir les choses sous un nouvel angle et d'avoir plus d'objectivité, tu vois? Avec un regard extérieur et cetera et je pense que vraiment c'est des sujets sur lesquels c'est important, de le faire parce que c'est, très difficile de s'y retrouver. D'autant plus que comme tu dis aujourd'hui, bah, c'est le comme on disait tout à l'heure, tu vois? Il y a le côté positif d'être inondé aujourd'hui, d'informations sur l'entrepreneuriat, de techniques, marketing, et cetera. C'est très facile de trouver des ressources et de l'information, mais à côté de ça, il y en a tellement que ben, ça peut être très difficile d'arriver déjà de un à s'y retrouver, de 2 à savoir quoi faire et de 3 arriver à sortir du lot après en suivant au milieu de tout ça quoi. Donc oui c'est pas évident, mais ça se fait. Et puis pour le coup, quand ça marche, enfin franchement, c'est génial, tu vois, c'est super chouette et ça fait partie intégrante de toute façon de l'aventure entrepreneuriale. Et je pense que ça fait d'autant plus partie intégrante de l'aventure entrepreneuriale que c'est des choses qui évoluent tout le temps et où tu es obligé perpétuellement en fait de te réadapter, de refaire ces exercices, etc., de revoir tes stratégies, de revoir tes façons de faire pour rester aligné avec ce que tu veux, parce que nous aussi, on change. Et du coup, il y a perpétuellement ce travail et ces évolutions qui sont à mener. Et bon, moi, personnellement, je trouve ça hyper chouette. Et je trouve que ça fait partie de la magie de l'entrepreneuriat. Mais oui, il faut quand même en avoir conscience parce qu'encore une fois, je pense que ça correspond pas à tout le monde. Ça fait pas plaisir à tout le monde et ça fait pas vibrer tout le monde. Mais donc c'est faut, le fait de s'entourer, justement, je trouve, bah, de se former, de prendre des prestataires pour travailler ensemble et tout, c'est hyper important. Mais il y a aussi ce soutien quotidien parce que bah, forcément, on est solo et comme tu dis, par rapport à nous, on a du mal à être objectif. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de rejoindre des communautés, des réseaux d'entrepreneurs. D'ailleurs, j'aime tellement ça que j'ai fini par en créer une. Et aussi d'avoir les fameux business buddies. Vraiment, genre, j'ai une pote avec qui on discute tous les jours de notre business. Et du coup, à chaque fois, c'est vraiment un ping-pong. Alors, je n'irai pas faire ça avec 25 personnes, hein, mais je sais que ça me soutient à chaque fois parce que elle a un regard extérieur, elle me connaît bien. Et pareil, moi, dès qu'elle a une question, je sais que, ah oui, ok, je vais me poser parce que c'est pas mon business. J'ai pas l'engagement aussi financier parce que ouais. l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre et tous nos choix, quand même, vont forcément influencer notre business et nous faire gagner ou perdre de l'argent. Et donc, il y a ça où on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais en fait, on reste des business et on a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir vivre à côté et avoir le mode de vie qu'on veut. Pour certaines personnes, ça va être gagner 1 500 € par mois et être hyper libre. Pour d'autres, ça va être en gagner 4 5 000 et tout est OK. Mais l'argent, ça drive beaucoup et je trouve qu'on c'est dur justement dès qu'on a des choix à faire. Il y a nos envies, mais il y a toujours ce truc de se dire, ah, est-ce que je vais signer des contrats si je fais tel changement, quoi. Ouais, ouais, c'est la vision d'entrepreneur qui est pas facile à avoir, la prise de risque, le fait de te dire, ben, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'ai envie de faire, mais est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que c'est, la décision la plus pertinente en fonction de mes objectifs ou est-ce que c'est juste moi qui me fais un kiff avec un truc que j'ai envie? Enfin, ouais, je suis d'accord, c'est pas facile, et encore une fois, c'est là où le fait de pouvoir en discuter, peu importe avec, qui c'est, tu vois? Que ce soit vraiment un accompagnement professionnel ou que ce soit, comme tu disais, une amie qui est aussi entrepreneur et sur qui tu peux compter et à qui tu peux parler. Mais dans tous les cas, c'est important pour avoir, justement aussi, ce regard extérieur et des fois, le simple fait de verbaliser à voix haute à quelqu'un d'autre, déjà, ça nous déclenche des choses juste nous-mêmes et après, il y a aussi le côté où parfois, bah, il y a des trucs auxquels on n'a pas du tout pensé tout seul dans notre coin et la personne en face à qui tu vas expliquer et à qui tu vas en parler, elle va te poser une question et tu vas faire: «Ah mais oui, j'y avais pas pensé!» En Tu fait, vois? on est Et tellement ça déclenche dedans plein de trucs, tu vois? qu'il y a des trucs Ben qui ouais, sont mais c'est hyper normal. évidents et en fait, on va jamais s'en rendre compte parce que même quand c'est nos métiers, on n'a pas la prise de recul qu'on a pour nos clients et je trouve ça C'est ça. hyper intéressant de pouvoir challenger. Et en plus, je trouve que en tant qu'entrepreneur, je vois la différence avec quand j'étais en agence, c'est qu'on réfléchit beaucoup plus vite. Les choix, on passe notre vie à faire des choix et Ouais.
il n'y a pas la sécurité de se dire, ok, bah, j'ai toujours le salaire fixe à la fin du mois, quoi. Enfin, même si je fais une bourse sur ce Ouais, projet-là, c'est pas un drame. Ça saoule, mais c'est pas un drame. Alors que là, on sait à chaque fois et des fois, on recule, on recule. Et moi, je sais que j'ai mis très longtemps à assumer ma vision du marketing, justement, parce que j'avais peur des changements que ça allait pouvoir amener dans ma boîte. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu un regain énorme au moment où j'ai commencé à assumer, quoi. Mais c'est tout un chemin qui est assez énorme. c'est ça. Mais parce que je pense que du coup, tu as osé faire un truc qui te faisait kiffer, tu vois aussi. C'est ce côté, tu vois, moi j'ai vécu un peu quelque chose de similaire sur la partie site du coup, avec laquelle j'ai commencé et j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser m'en détacher davantage parce que, ben voilà, aujourd'hui j'aime bien, mais voilà, cet aspect plus technique, etc. J'avoue que j'y prends beaucoup moins de plaisir. Je suis largement plus passionnée par tout l'aspect branding, stratégie de marque, identité visuelle, etc. Mais pendant longtemps, j'ai eu peur de m'en défaire parce que c'était comme ça que j'avais commencé et parce que c'était quelque chose qui marchait et qui me rapportait quand même du chiffre d'affaires et que du coup, bah c'était, j'ai pas osé, tu vois. Et en fait, c'est bête parce que finalement. Je suis très heureuse du coup. En plus, je me suis pas totalement détachée puisque je le fais quand même encore, mais c'est simplement que bah, j'ai une partenaire maintenant, tu vois, qui s'occupe de la partie technique. Mais le simple fait de pas oser franchir ce cap qui pourtant n'était pas énorme, ça a eu un énorme impact sur moi et sur ma communication aussi et tout, parce qu'en fait, il y a eu un moment où je me suis perdue, je savais plus quoi dire, tu vois, je savais plus à qui je le disais, est-ce que je continuais de parler de site, est-ce que je le faisais pas, je me perdais un peu entre les deux et du coup ça a mis tout un côté très brouillon et très fouillis, tu vois, pour quelque chose de bête finalement, mais tu vois, juste ce petit détail, ça a eu un impact énorme sur toute la vision que j'avais, sur toute la communication que j'ai pu avoir et je pense que ça s'est ressenti aussi, tu vois, donc c'est vraiment, ça peut vite en fait avoir un impact très positif comme vite avoir un impact très négatif et rendre un ensemble très brouillon et très flou et où on va se perdre en fait. Et je pense que le principal, c'est justement ce côté-là de faut pas se perdre en cours de route quoi. Moi, il y a des fois où voilà, j'essaye aussi de me rappeler que si, enfin, des raisons pour lesquelles je me suis lancée au départ, tu vois, des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier, des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et parfois, je trouve que dans le quotidien, on peut se retrouver embarqué à prendre des décisions et à faire des choix ou qui nous éloignent en fait de ce pourquoi on s'est lancé. Et je pense que c'est voilà, c'est important parfois de souffler un coup et de se dire attends. Je vais me rappeler de l'essentiel et je vais essayer de réfléchir à quelle décision je dois prendre pour revenir justement à ce qui compte vraiment pour moi et pas m'éparpiller et pas faire un truc hyper fouillis et brouillon ou dans la précipitation parce que j'ose pas ou parce que j'ai peur quoi. Mais encore une fois, c'est un travail du quotidien qui est pas facile, hein, mais Et du coup, tu as franchi un nouveau step là en allant vers la formation. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu parce que bah, justement, durant toute cette évolution, le site internet, je sais que tu es en création d'un nouveau projet pour justement accompagner encore plus les entrepreneurs sur cette partie-là. ouais, exact. Alors la partie formation site web, en vrai, je l'avais depuis très très longtemps. Depuis quasiment le tout début où je me suis lancée, je me suis dit ah tiens, ça serait sympa quand même d'essayer de faire une petite formation avec des petits templates pour que les personnes bah, puissent créer leur site eux-mêmes parce que bah voilà, j'accompagne des femmes entrepreneurs et je sais pertinemment que surtout quand on se lance que bah c'est pas évident d'avoir le budget et d'avoir le budget notamment pour faire un site. Hein, c'est quand même un certain investissement, ça a un coût que tout le monde n'a pas. Et un site, ça peut quand même être un gros levier. Ça peut être quand même un super outil. Et je trouvais ça dommage en fait de pas pouvoir aider les personnes qui avaient moins de budget ou les personnes qui avaient envie d'apprendre aussi et qui avaient envie de faire elles-mêmes.
Donc je m'étais dit: «Ouais, ça serait sympa quand même de faire une petite formation, des petits templates, des trucs, voilà, hyper ludiques, hyper accessibles». L'idée, c'est pas d'apprendre aux gens à devenir web designer et à maîtriser de ouf WordPress et à en faire leur métier, mais au moins avoir juste les billes pour en quelques heures arriver à avoir un truc plutôt clean et bon, bah, embarquer dans le flow du quotidien et des clients, etc. J'avais pas forcément, bah, du coup, pris le temps de vraiment concrétiser ce projet. Et puis après l'avoir fait en partenariat pour avec d'autres personnes, voilà, j'ai animé des formations, j'ai créé des formations en partenariat avec d'autres sociétés, d'autres entrepreneuses, etc. Et ça m'a bien plu aussi, ce côté pédagogique, etc. C'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt fun. Et donc je me suis dit que il fallait quand même que je tente le coup et que je m'y consacre un petit peu. Et la deuxième motivation, ça a aussi été mon fils, du coup. Je pense que les personnes qui envisagent d'avoir des enfants ou qui en ont déjà vont très facilement comprendre. Mais il y avait ce côté où, bah voilà, c'était, j'avais envie de me dégager forcément un petit peu plus de temps pour me consacrer un petit peu plus à lui. Et la prestation de service, comme je l'ai toujours fait, comme je le fais aujourd'hui, ben c'est un système dans lequel je vends mon temps, hein, clairement. Donc il y avait cette envie aussi de pouvoir avoir d'autres sources de revenus qui ne reposaient pas uniquement sur mon temps et qui pouvaient voilà se vendre aussi plus de manière plus passive, même si j'aime pas trop ce mot parce qu'il y a rien qui se vend de manière passive et il y a quand même de gros efforts de com. Mais bon, je pense qu'on aura compris l'idée. Donc C'est voilà juste mes que deux tu vends plus ton motivations, temps, en fait. Tu vends la valeur, tu c'est vends ce que tu ça. as créé. Donc, tu passes toujours du temps, mais t'es plus limité, en fait, par rapport au nombre de clients. Et c'est ça aussi où on voit beaucoup C'est hein, ça. la formation qui arrive ou la semi-autonomie. Et je sais que moi, depuis que je mixe aussi une partie apprentissage auprès de mes clients, je vois plus de résultats parce qu'ils comprennent aussi plus ce qui se passe derrière et surtout les entrepreneurs, en fait ont souvent besoin de pouvoir reproduire parce qu'ils ont le budget pour la première phase, mais ils n'ont pas forcément le budget pour toujours faire les mises à jour, faire appel à quelqu'un, etc. Et il y a aussi une grosse envie d'apprendre. Chez les entrepreneurs, je le Ouais. vois souvent. J'ai beaucoup de gens du marketing aussi que je vais mentorer parce qu'en fait, ils ont envie de comprendre les choses derrière Mm. pour pouvoir, eux, vraiment les appliquer et pas seulement suivre des directives qu'on pourrait leur partager. Et ça, je vois vraiment une évolution là-dedans aussi. Les gens prennent de plus en plus parti de faire les choses. Ouais, je suis d'accord et bah typiquement c'est mon cas, tu vois. Je sais que si j'avais pas, ça avait pas été mon métier, je sais que si j'avais eu, voilà, je m'étais lancée dans un secteur complètement différent et que j'avais voulu un site, je sais que j'aurais typiquement pu être dans les personnes qui auraient voulu apprendre à faire eux-mêmes et qui seraient lancées dans un petit truc, à vouloir un petit peu se former et bidouiller, etc. Donc ouais, je trouve ça chouette en vrai, hein, c'est cool. Et l'idée c'était vraiment, bah voilà, de pouvoir répondre aussi à ce besoin-là. Donc sur le projet de formation, c'était vraiment un mix entre mon besoin à moi de pouvoir bah, voilà, me libérer un petit peu plus de temps et de vendre autre chose que uniquement mon temps et le besoin en fait de mes clientes de pouvoir bah voilà, celles qui n'avaient pas forcément trop de budget, qui avaient envie d'apprendre, etc., de pouvoir bah du coup leur fournir une solution, quoi. Donc voilà, c'est hyper intéressant aussi, c'est quelque chose de complètement différent pour le coup en termes de vente, de communication, de construction d'offres, etc. C'est challengeant aussi parce que c'est complètement différent de la prestation de service dont j'ai l'habitude et que j'ai toujours fait. Mais du coup, c'est chouette, c'est un autre challenge et j'aime bien. Voilà, là, il y avait, ben voilà, j'ai fait une première session de bêta test. La formation va officiellement sortir du coup dans pas très longtemps, mais j'ai pas encore la date officielle, mais dans pas longtemps du tout. Et puis c'est un format que j'aime bien, que je trouve chouette. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de pousser peut-être un petit peu plus et de retravailler. J'aimerais bien sortir d'autres formats et peut-être voilà aborder des sujets, ces sujets qui me passionnent de stratégie et de d'identité visuelle aussi sur des formats peut-être pas exactement formation, mais tu vois des accompagnements de groupe ou quoi. Essayer de voilà d'explorer, d'expérimenter d'autres formats autour de ces sujets et de ces accompagnements que bah voilà que je maîtrise bien et qui me passionnent quoi. Donc ouais il y a plein de possibilités. Du coup finalement il y a plein de trucs à pouvoir faire et c'est chouette.
Ça permet aussi d'évoluer et de se challenger, de pas rester trop dans sa zone de confort, même si c'est chouette aussi, mais, mais Ton c'est parcours, cool. il est vraiment hyper inspirant et je pense que ceux qui vont regarder ce podcast, ça leur donnera plein de pistes de réflexion et je pense que tu vas encore avoir une évolution qui est énorme, surtout là, avec toutes les annonces que tu fais des idées que tu as pour la suite. Et du coup, où est-ce que justement on peut te retrouver pour te suivre? Parce que je pense là, on va les laisser un petit peu mijoter sur tout ce que tu as partagé. Où est-ce qu'on peut te suivre pour voir la suite? Bah écoute, ça reste Instagram quand même, hein, mon canal préféré et là où on peut principalement me suivre. Donc sur Insta, c'est studio.oneiko. Donc Oneiko, c'est Oneiko. Et après, bah, ça peut être voilà, sur mon site web, pareil, studio-oneiko.com. Et principalement, ça va être ces deux quand même. Je vous mettrai tous les liens dans la description, que vous puissiez aller découvrir facilement l'univers de Mélina. En tout cas, je te remercie énormément pour ce podcast, d'avoir partagé ton temps et toutes tes aventures, en espérant que ça en inspire beaucoup d'entre vous. Bah écoute, j'espère aussi. Et puis, merci pour cette invitation, cette discussion. Et au plaisir d'échanger avec des personnes qui écouteraient le podcast si elles ont envie. Merci Mélina!